quel est le sentiment de puissance de Trump. Trump aura le sentiment, on l'a entendu, il parle quasiment au nom du monde libre, comme on disait. Il disait, c'est moi qui vais ensuite appeler les Européens, appeler le président Zelensky, etc. Regardez cette image à la Maison-Blanche où, alors on sait qu'il a doré une grande partie de la Maison-Blanche, il est aussi en train de déplacer les portraits des prédécesseurs, surtout ceux qu'il n'aime pas, pour qu'il soit un peu moins visible. Hein. Le portrait d'Obama et le portrait de Bush fils, il le déteste. Hein. Bush fils maintenant, voilà, pour toutes les raisons. Bush fils était un néoconservateur, aimait la guerre et tout ça. Hein. Voilà. Ça, c'est une faute politique de Trump. Merci, camarade Trump, parce qu'il va se mettre sur le dos tous les conservateurs, tous les vrais républicains. Bon, c'est déjà le cas. Les Bushistes deux présidents républicains enlever le portrait d'Obama. En revanche, Reagan, il adore Reagan. Reagan, il le met très haut, il le met partout, etc. Mais Bush fils, il le déteste. Hein. Non, mais les républicains vous aussi, vous adorez aiment quand même les présidents républicains. Vous êtes un réganien pur, vous. Hein. Thatcherien, si vous voulez aussi. Voilà, exactement. Là, vous avez un point commun avec Trump. Oui. Le seul point. Non, mais je crois que c'est une faute politique pour lui. Non, mais il y a le mesure d'ego que la Russie elle a bien cerné chez Trump et qu'elle sache comment exploiter, et il veut le faire, il compte le faire lors de cette rencontre Trump-Poutine, et ça c'est évident. Le problème c'est que moi je ne crois pas que Trump veille à l'intérêt des États-Unis, il veille à son propre intérêt qui est déguisé dans l'intérêt public, l'intérêt des États-Unis. Comme il dit, la commerce avec la Russie, ça pourrait être bénéfique pour les deux pays. C'est pas du tout crédible ce qu'il est. Est-ce qu'il réussit objectivement quand on voit ce qui s'est passé? Regardez l'image. On a dit que l'économie allait s'effondrer après ces droits de douane. L'économie ne s'est absolument pas effondrée et tout le monde a accepté, y compris les Européens ont accepté en disant merci monsieur les droits de douane imposés par Trump. Donc cette politique dont on s'est beaucoup moqué a pour le moment fonctionné. Ce qu'il fait, c'est ce qui le botte, comme on dit en français, ce qui lui plaît. Il a toujours, il le dit d'ailleurs, vous avez montré l'image, il dit, moi je suis bon dans l'art du deal. Et donc je sens tout de suite si un type est prêt à un deal ou pas. Il le dit, il a fait ça toute sa vie. Il a fait d'abord des deals d'immobilier, ensuite il a fait un livre, il n'en a pas écrit 150, qui s'appelle L'art du deal, et ensuite il a fait une émission de télévision très populaire aux États-Unis là-dessus. Et donc ça l'amuse beaucoup de faire avec les États, avec les régions du monde, ce qu'il a fait avec quelques blocs d'immeubles à New York. C'est beaucoup plus amusant. J'aimerais une réponse. Question claire, réponse claire. On voit l'image là des Européens. Pourquoi les Européens ont levé les représailles? Pourquoi? Par peur. Non, par faiblesse. Par faiblesse. Non, faiblesse, vous dites quoi? Non. Faiblesse, quoi d'autre? Quoi? Rationalité. Oui, faiblesse. Mais l'Europe est plus forte, 450 millions de personnes. Oui, mais rationalité. Pourquoi c'est pas rationnel puisque l'Europe est plus forte. Pourquoi entrer dans la guerre dans laquelle vous pouvez pouvez avoir 30%? Parce que c'est mais si vous êtes plus fort, vous n'avez pas peur de vous lutter. Oui, mais il faut mener la guerre quand même. Les Européens n'ont pas pu tenir tête. Ça veut dire qui domine en l'occurrence, les Américains ou les Européens? Les Américains, c'est assez clair, non? C'est vrai? Bien évidemment. Non, mais qui représente l'Europe? Enfin, je veux dire, on a quand même. Enfin, je veux pas. Ursula, vous l'avez vue là quand elle était comme ça devant Ursula, mais elle faisait pitié quand même. Ouais, on dirait ma tante qui collectionne des poupées de porcelaine. Quoi. Il y a un moment, faut un peu de charisme, effectivement. Non, mais elle représente. On peut se moquer, mais elle représente 450 millions de personnes. Oui, elle l'incarne pas. Sauf que vous avez entendu M. Arnault. Lui, il disait, écoutez, si Trump veut des taxes, il faut négocier des taxes. Et donc, en fait, si vous prenez les industriels, si vous prenez les commerçants, les chefs d'entreprise, eux, ils veulent pas avoir la guerre commerciale avec les États-Unis. Ils disent 15%, ok. Ils savent très très bien que c'est les consommateurs américains qui vont le payer. Oui, mais ils disent ça parce qu'ils considèrent que les Américains sont plus forts. Et puis ils considèrent les industriels allemands, par exemple, ou les industriels français du luxe, ou les industriels allemands de l'automobile, considèrent que par effet de snobisme, une voiture allemande, même si elle est 15% plus chère, elle va continuer à se vendre. Mais pardon, comprenez le contraste. On a un plateau ici français où on vient d'entendre Sergei Girnov qui dit c'est un imbécile, Trump, etc. Et puis dans les minutes qui suivent, on comprend que les Européens se couchent, l'Azerbaïdjan et l'Arménie se précipitent pour signer, le Congo et le Rwanda se précipitent pour signer, le monde entier, même les Iraniens, ont cédé en partie à Trump. En réalité, il y a une domination. Regardez cette scène, c'est une des scènes qui a marqué l'été. C'est la manière dont Apple, le président d'Apple, il est en train de mettre en coupe réglée la tech. Et il s'est humilié devant lui. Alors vraiment, la scène, regardez, elle est absolument saisissante parce qu'il lui offre une espèce de disque.
Et il lui offre aussi un lingot d'or, ou je ne sais pas si c'est un... Voilà. On appelle en or. Et c'est vraiment de la courtisanerie. Alors, à ce point-là, même, regardez l'œil de Trump, parce qu'il y a un moment où même Trump, c'est rare qu'il soit gêné, hein, mais il est un peu intrigué. Il se dit, alors en lèche-cul comme ça, j'en ai pas vu à ce point-là. Alors là, vraiment, champion des lèche-cul. Regardez l'heure de Trump. Il se dit, là, vraiment, un lèche-cul pareil, c'est assez exceptionnel. Écoutez la déclaration de Tim Cook, le patron d'Apple. Je suis fier d'annoncer que nous nous engageons à investir 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis, ce qui porte notre investissement total aux États-Unis à 600 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années. Merci, Monsieur le Président Trump, d'avoir mis l'innovation américaine et les emplois américains au premier plan. La scène est fantastique, ça rigole derrière. Apple d'abord, il faut dire, ils s'étaient beaucoup couchés devant Obama aussi, ils ont collaboré pour l'espionnage de l'Europe, donc en termes de morale, ils sont déjà un peu ramollos. Mais enfin là, vraiment, ils s'écrasent. Mais là, pour le coup, que des industriels américains renationalisent leur industrie, que les Européens fassent la même chose, mais où est-ce qu'on signe ? Le jour où nous, on arrive à imposer à nos industriels de produire localement pour être souverains, indépendants, comme on l'a vu sur les masques et comme il faut l'être sur la défense aujourd'hui, mais tout de suite, 100% oui. Donc que la plus grosse boîte américaine produise localement, très bien. On achète des jeans américains parce qu'ils sont produits aux États-Unis. Ils coûteraient peut-être moins cher s'ils étaient faits au Bangladesh, n'empêche qu'on achète quand même américain. C'est la même chose. iPhone, c'est une boîte, je veux dire 30%, c'est de la marge. 30% de ce qu'on paye, on se fait arnaquer quand on achète des iPhones. Donc là, ils ont tout à fait les moyens, sans augmenter les tarifs. Je suis obligé de vous dire, pour éviter les procès, je suis obligé de dire vos propos n'engagent que vous, mon cher Xavier Titelman. Je n'ai pas envie d'avoir un procès avec... Ça coûte un peu cher, si vous permettez. Donc vos propos n'engagent que vous. Vous couchez déjà. Voilà, Xavier a raison. Il y a un moment, il y a eu une époque où la Commission européenne, l'Union européenne, était capable d'inscrire un rapport de force face aux États-Unis d'Amérique. Je vais vous donner un exemple. C'était à la fin des années 90. Les 2 plus grandes boîtes de l'aéronautique américaine ont décidé de fusionner. C'était McDonnell Douglas et Boeing. Et la commissaire à la concurrence leur a convoqué des patrons, leur a dit, c'est très bien, vous avez le droit de fusionner, donc il s'agit d'investissements américains, d'ouvriers américains, des usines en Amérique. Vous allez fusionner, mais vous allez fusionner à nos conditions. Les voilà. Tout ça, c'était pour protéger Airbus. Eh bien, les Américains sont allés à Canossa parce qu'ils ont dit, si vous ne voulez pas nos conditions, c'est pas grave, mais simplement, vous ne pourrez pas vendre vos avions sur le territoire de l'Union européenne. Un rapport de force a été instauré et aujourd'hui, Airbus est toujours debout et réussit extrêmement bien face à Boeing. Mais il faut avoir le caractère, et on l'a dit au début de cette émission, la politique, c'est l'affaire des hommes. Vous avez cité Thatcher, vous avez cité Reagan, etc. Il faut avoir le caractère, à un moment, pour imposer un rapport de force. Il y a quand même un vrai problème que l'Union européenne, il devrait aussi choisir ses propres batailles. Et là, on peut se dire qu'il y a une guerre que Poutine mène contre l'Europe. Il vise l'Europe. Et l'Europe se trouve dépendante, pour l'instant, des États-Unis pour sa défense. Est-ce qu'il faut maintenant couper les types de... rentrer dans le rapport de force nécessaire sur des questions de tarifs, où on peut avoir 15 au lieu de 30, déjà c'est bien, pour pouvoir quand même ménager sur des questions de défense. Parce que là, il faudra se réaffirmer. Il y a des signes. Les pays comme l'Espagne, la Suisse, ils disent non, on ne veut plus de votre F-35. C'est ça la question. Et je pense que oui, effectivement, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui est moins technocrate, qui est plus du charismatique, mais il y a le problème, on est 27, on n'est pas juste un seul pays qui décide, et qu'il y a d'autres objectifs très très importantes, parce que s'il y a la guerre et si Poutine vise directement les usines, les infrastructures ici en France ou en Allemagne, on ne va pas penser des tarifs. On va penser juste comment sauvegarder ce qu'on a. Cette idée que tout s'achète, que le commerce peut... Alors, il y a une idée, c'est le côté Montesquieu, le doux commerce. Il croit vraiment à ça, hein, que le commerce peut résoudre tous les problèmes. Mais oui, il achète les gens, les situations. Regardez ce dernier coup, ce sont les Golf Trump. Alors, on vous a rappelé qu'il y avait le Golf Trump en Écosse, Golf Trump au Vietnam. Et en échange, alors, le complexe de golf dont la construction devrait commencer le mois prochain offre à des milliers de villageois au Vietnam des indemnisations pour quitter la terre qui leur a fourni les moyens de subsistance pendant tant de décennies. Et c'est Reuters qui le rapporte. Chacun de ces paysans touchera
$3 200 et des provisions de riz, c'est-à-dire l'organisation Trump va payer comme ça au Vietnam, quand on rappelle ce qu'a été l'histoire du Vietnam par rapport aux États-Unis. Les grands-parents de cette paysanne, oui, ce qu'ils ont fait et qu'ils ont infligé avec des sacrifices immenses, une défaite aux États-Unis d'Amérique actée en 1975, quand on sait les sacrifices des grands-parents donc de ces paysans contre l'ogre américain, c'est absolument hallucinant qu'ils acceptent de ça. Mais pourquoi ils acceptent ça ? C'est très simple, parce que les Vietnamiens ont beaucoup plus peur de la Chine que de l'Amérique. Finissez là-dessus, je comprends les points de vue. À quel point on sent, vous, en gros, que Trump vous plaît autant que pour Sergueï. Non, Trump, il y a quelque chose qui vous révèle chez l'un et l'autre. Moi, je préfère les gens. Moi, je préfère les dirigeants tels Charles de Gaulle ou Mendès France qui sont cultivés. Je reconnais que Trump n'a pas la culture d'un professeur au Collège de France. Mais est-ce que, il me semble, aujourd'hui, bien défendre les intérêts américains et faire en sorte que l'Amérique, effectivement, soit plus puissante dans le monde, pour le moment, je constate que cela marche. Alors, je le regrette, parce que moi, je me sens français, je dis volontiers cocorico, mais il faut reconnaître les choses comme elles sont, et effectivement, je ne dirai jamais que Trump est un imbécile ou un nul. Moi, ce qui ne me plaît pas surtout à Trump, à part son manque de culture et son caractère de goujat, c'est qu'en réalité, il détruit les États-Unis de l'intérieur, parce qu'en fait, il détruit actuellement les institutions américaines, il détruit la classe politique américaine, il détruit les traditions américaines, il détruit l'idéologie américaine qui a été soutenue pendant des années et des années, voire des décennies par les États-Unis. Et ça me révolte. Et la suite de l'histoire s'écrira pour le meilleur ou pour le pire vendredi, dans cette réunion dont on apprend même qu'elle pourrait avoir une suite à Moscou ce soir. On va l'entendre dans quelques instants. Écoutez d'abord de quelle façon Trump dit « C'est moi qui vais éviter la Troisième Guerre mondiale qui, sans moi, aurait été possible. » Quand on m'a volé l'élection, que Biden est arrivé au pouvoir, c'est là que tout cet enchaînement de mauvaises choses s'est produit. Des idioties ont été dites et ça a débouché sur une guerre. Mais je ne pense pas que ça se reproduira, parce que j'ai bien géré la situation. Mais ça aurait pu aboutir à une Troisième Guerre mondiale, on aurait pu vivre une Troisième Guerre mondiale. Mais je ne crois pas que nous en arriverons là. Regardez la carte, vraiment, ce lieu, l'Alaska, les deux pays qui se font face, Américains et Russes, la simple carte, vue comme ça au pôle, permet de comprendre vraiment la logique de leur rencontre. C'est-à-dire, ils considèrent qu'ils sont entre super grands, au-dessus du monde, en quelque sorte. C'est ça, c'est le bout du monde. En plus, ils sont dans le Pacifique, ça veut dire qu'ils sont vraiment à des milliers de kilomètres de l'Europe et de conflits. D'ailleurs, j'ai des doutes qu'il aborde vraiment la guerre en Ukraine. Ils peuvent terminer tout simplement en parlant de l'Arctique, parce que là, c'est la question qui intéresse les deux. Ils peuvent parler. Poutine a téléphoné à tous les grands dirigeants des BRICS. Il a téléphoné aussi à toute l'Asie centrale. Ce qui fait que, en quelque sorte, il va dire je représente le Sud global et Trump représente le Nord global. Et donc nous, on va partager le monde entre Trump et moi, donc entre le Sud global et le Nord global. Et l'Ukraine sera une petite question à la marge de ces négociations. C'est peut-être ça aussi. L'obsession de Poutine d'être à la hauteur des États-Unis et d'être réhabilité comme un grand chef d'État du XXIe siècle, c'est ce dont il s'agit dans cette rencontre également. Et Trump, il fait en sorte que Poutine, il peut redevenir cet homme, soit c'est une faute grave. Est-ce que vous pensez aussi, comme le dit Sergueï, c'est peut-être un peu excessif de dire qu'ils ne parleront pas de l'Ukraine, je pense qu'ils sont forcés de parler de l'Ukraine, mais de parler de beaucoup d'autres choses, considérant que leurs enjeux, leurs intérêts sont ailleurs. Ah mais c'est évident que Poutine va parler d'autre chose, tel qu'il a vendu son golf la dernière fois qu'il est venu en Europe pour discuter de la paix. Et enfin, c'est tellement invraisemblable son attitude. On sait très bien qu'il va aussi chercher des avantages personnels tels qu'il se les fait attribuer à chaque fois qu'il en a la possibilité. Donc il va parler de business, il va parler d'investir à Sochi, il va parler de l'après-guerre, du rétablissement des liens économiques, d'investir dans les deux sens, d'avoir de l'énergie pas chère, etc. C'est une certitude.